Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce lundi. Et nous parlons ce soir de l'Afrique du Sud où l'ancien président Jacob Zuma est de nouveau à la barre pour une affaire de corruption avec Thales. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma au tribunal ce lundi 17 mai. C'est à la haute cour de Pietermaritzburg dans la province du KwaZulu-Natal. Zuma est poursuivi dans une affaire de corruption avec l'industriel militaire français Thales. Les faits remontent à 1999, au moment où Jacob Zuma était vice-président de l'Afrique du Sud. Il est accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part de Thales autour d'un contrat d'armement avoisinant au total les 3 milliards d'euros. Mamadou Diouf, c'est une vieille affaire. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés à passer en jugement dans cette affaire? En fait, il y a eu plein de difficultés parce que, comme vous l'avez dit, il occupait un poste important en tant que vice-président et il avait tout fait pour bloquer la justice. Pas seulement par rapport à la question liée à Thales, mais par rapport à bien d'autres questions. Il faisait tout pour que la justice ne puisse pas avancer. Et il avait choisi pas n'importe quel avocat pour pouvoir bloquer toutes ces procédures judiciaires. Et ça fait que pratiquement 15 ans, vous avez un procès qui n'a pas encore eu lieu à cause des subterfuges qu'il a pu utiliser. Mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. L'actuel président sud-africain, on a vu toute sa campagne qu'il avait déroulée sur la base de la lutte contre la corruption. On a vu son attitude actuelle avec le premier responsable de l'ANC qui vient d'être lui également déchu de ses fonctions, toujours pour des raisons de corruption. Le moment vient d'être favorable pour qu'il puisse être jugé. Et malgré tout, aujourd'hui, le procès a été reporté puisque ses avocats avec qui il avait travaillé pendant longtemps ont quitté, j'allais dire, le procès. Et finalement, il a d'autres avocats qui ont demandé une dizaine de jours, le temps de s'imprégner davantage au niveau du dossier. Est-ce que tout cela peut être encore considéré comme des manœuvres de Jacob Zuma pour gagner du temps? Ça ne servira à rien parce que cette fois-ci, c'est une dizaine de jours. Ce n'est pas comme des temps où il y avait des batailles de procédure, où il fallait attendre encore 3 mois à les régler un certain nombre de questions avant de revenir. Parfois même, le procès, on a laissé tomber pour ramener encore ce même procès concernant Thales. À l'époque, c'était Thomson, mais c'est par la suite que c'est devenu Thales. Mais aujourd'hui, il n'a pas de possibilité d'échapper. Et je crois que lui-même, il l'avait compris à un certain moment, puisqu'avant de quitter le pouvoir, parmi ce qu'il réclamait comme condition, il avait même demandé qu'on lui donne une cagnotte pour pouvoir payer les avocats, parce qu'il a une dizaine de procès à venir et ils sont tous aussi gros que celui-là, parce que bon, quand on dit 3 milliards d'euros, on ne voit pas trop à quoi ça ressemble, mais ça fait pratiquement 1500 milliards de francs CFA sur un seul contrat, alors qu'on le lui reproche sur N contrats. Est-ce que dans le cas d'espèces, si les faits, on le dit, se sont déroulés en 99, l'ancien président est poursuivi pour fraude, trafic d'influence et extorsion. Si on le renvoie en jugement, c'est que la justice a suffisamment de faits qui l'incriminent? Mais il y a des preuves, puisque son conseil financier est lui en prison. Parce que lui, il avait été condamné à 15 ans de prison. Mais jusqu'à présent, lui, il semblait un peu être un intouchable. Et il y a des faits qui sont là. À l'époque, quand le problème se posait, le premier problème de fond, c'est que l'armement acheté n'était pas une nécessité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée sud-africaine qui a dit « nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela », qui a demandé, mais c'est lui qui a créé un marché, parce que dans ce marché, il pouvait trouver son compte. Ça pose déjà un problème de gestion. En plus, le marché a été négocié de façon totalement illégale. Thomson, à l'époque, se rendant compte que le marché est illégal, a négocié avec lui une sorte de contrat pour que lui, il protège Thomson. Et chaque année, on lui versait une somme pour qu'on ne revienne pas sur ce marché-là pour essayer de voir est-ce que c'était légal, est-ce que ce n'était pas légal. Mais c'est quelque chose qui avait été carrément orchestré par le président de la République. Et c'est pourquoi, sur ce procès-là, je ne vois pas comment il va pouvoir s'en sortir, tout comme sur d'autres procès, parce qu'il a également d'autres casseroles qu'il traîne avec la famille Gupta,
puisque la médiatrice sud-africaine était allée jusqu'à dire que la famille Gupta a capturé l'État sud-africain. Il y a son fils qui est impliqué également dans un certain nombre de malversations et autres. Donc, il ne pourra pas échapper. Qu'est-ce que les gens feront? Est-ce que parce que c'est un ancien président de la République, ils vont être indulgents? Pour le moment, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, ce n'est pas des éléments pour prouver son implication qui manquent. Il est poursuivi au même titre, ou Thalès est poursuivi au même titre que le président? Oui, puisque c'est l'État sud-africain qui a porté plainte. Après que une commission d'enquête ait révélé tous ces éléments, Thalès est poursuivi, puisque comme je disais tout à l'heure, Thalès a signé un contrat tout en sachant que ce n'était pas réglementaire. Thalès a voulu se protéger. Et pour se protéger, Thalès a accepté chaque année de verser une somme au vice-président Jacob Zuma, qui a accepté également de faire ce travail pour que personne ne touche à ce dossier-là, puisqu'il savait que s'il fallait le mettre devant les mains des enquêteurs, des inspecteurs à l'époque, puisque on se rappelle, le ministre des Finances avait même viré, je crois, 2 ou 3 inspecteurs qui avaient voulu mettre leur nez sur cette affaire-là. Thalès savait que le dossier n'avait pas été fait selon les règles. Et pour ne pas se retrouver dans la situation actuelle, ils avaient payé pour pouvoir être protégés. Malheureusement, comme leur protecteur n'est pas resté au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent plus être protégés aujourd'hui et ils se retrouvent tous les deux à la barre pour répondre de cette sorte de combine qui a été faite sur le dos des Sud-Africains et qui a permis à Thalès de gagner de façon anormale un marché de 1500 milliards de francs CFA. Et quelle est la ligne de défense de Thalès? Thalès, on ne les entend pas trop. Certainement, c'est des gens qui vont chercher à s'expliquer le plus simplement possible, puisque ce n'est pas un État, c'est une entreprise. Eux, c'est des marchés qui les intéressent et ils voudront avoir encore des marchés en Afrique du Sud. On ne serait même pas surpris qu'ils acceptent de négocier, accepter de payer pour pouvoir rester sur le marché sud-africain. Ça ne poserait certainement aucun problème. On a vu plusieurs fois les entreprises transiger, non pas parce qu'elles ont tort ou qu'elles n'ont pas tort, mais parce qu'elles regardent l'avenir en termes de marché et elles préfèrent donner de l'argent aujourd'hui et gagner de l'argent demain pour pouvoir compenser. Quand il s'agit de Zuma, lui, il dit que c'est politique. Les gens sont en train de s'acharner contre lui, alors que c'est malheureux, les dossiers ne manquent pas. On lui a fait rembourser, on ne l'a pas oublié, ce qu'il avait appelé tout simplement une remise à neuf de sa maison, mais qui s'était chiffrée à des sommes colossales, alors qu'il avait créé dans son château, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, des élevages de luxe, tout un tas de choses, sur l'argent du peuple sud-africain. Donc, véritablement, lui, il risque d'avoir plein de problèmes si le président n'intervient pas en sa faveur et si le président respecte ce qu'il avait dit. En principe, lui comme Thalès vont devoir répondre devant la justice, rien que devant la justice. Il y a au moins 200 témoins qui sont attendus à ce procès. Est-ce qu'on va pouvoir les entendre tous? Oui, ils vont pouvoir les attendre parce que si le procès avait commencé aujourd'hui, il était prévu qu'on entende les témoins jusqu'au 20 juin. Donc, il y avait toute une période qui était prévue pour ça, parce que c'est avec ces témoins qu'il y a des choses extraordinaires, puisque des organisations non gouvernementales, des organisations qui luttent pour la transparence, beaucoup de structures ayant eu vent de cette affaire ont fait des enquêtes. En plus maintenant de la commission officielle qui a fait un travail, qui a déposé un rapport, en plus du travail qui a été fait à l'époque par la médiatrice, ce n'est pas des éléments qui manquent. Et quand ils ont commencé à taper du poing sur la table, à un certain moment, Zuma n'était plus en posture de pouvoir nuire à qui que ce soit. Comme d'habitude, quand le boss n'est plus là, les langues se délient. Et c'est ça qui amène également ce nombre de témoins, parce qu'on a essayé de soudoyer plein de gens également pour que ce dossier reste là où il est, que personne n'en parle, que personne ne soulève cette affaire-là. Et 200 témoins à charge pratiquement, ça ne va pas être facile pour lui de répondre à toutes ces personnes. Est-ce qu'on n'est pas parti pour un procès qui va durer? Si, non seulement il va durer, les gens disent que certainement c'est le plus gros procès qu'on n'a jamais connu en Afrique du Sud sur des questions de corruption et autres. Avoir la somme sur laquelle le procès porte, mais également sur le fait qu'il y a ce nombre de témoins, à cause également de Jacob Zuma,
quelqu'un qui a été vice-président, qui a été également, il ne faut pas qu'on l'oublie, président de la République. Donc, beaucoup au niveau de la presse sud-africaine, beaucoup disent que certainement, ça sera le premier procès de ce genre en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que risque l'ancien président? Mais plein de choses. La première chose, c'est le remboursement. Je me demande, est-ce qu'il a encore les reins solides pour pouvoir rembourser? Parce que bien qu'il avait vu cela en demandant une cagnotte avant de quitter le pouvoir, à l'époque, il y avait cette lutte interne à l'intérieur de l'ANC sur le fait qu'on le démette ou qu'on le maintienne au pouvoir. Il avait très bien vu qu'il aurait besoin d'argent pour avoir de très bons avocats pour le défendre, mais certainement également pour compenser. À chaque fois qu'il sera condamné, ça ne sera pas seulement une condamnation à de la peine de prison ou à du sursis. On risque de lui demander de rembourser une certaine somme. Mais sur ce procès-là, s'il rembourse, il ne risque pas de lui rester grand-chose pour d'autres procès qui sont encore en attente où, à chaque fois, malheureusement, la question de l'argent est au rendez-vous. Et ce genre de procès en Afrique du Sud n'est-il pas révélateur du fait que la corruption est au sommet de l'État? Mais c'est clair, pas le procès seulement. On vient de destituer le premier responsable de l'ANC pour les mêmes raisons. Des problèmes de corruption. On a vu plusieurs fois des gens se plaindre de cette question de la corruption au niveau de l'ANC même. Bon, dans un premier temps, c'était plutôt l'esprit parti. On a essayé de se couvrir les uns les autres, ce qui a fait que malheureusement, au plus haut sommet, effectivement, la corruption semblait être la règle. Malheureusement, à part le président actuel qui s'était prononcé contre, qui avait commencé à dénoncer, qui a fait une campagne très forte là-dessus. Et depuis lors, on a commencé à appliquer les règles en disant que quelqu'un qui est un responsable du parti, dès qu'on aura des preuves que la personne est impliquée dans une question de corruption, la personne est obligée de quitter le poste dans lequel il se trouve. Mais il n'y avait pas cela. Zuma avait défié les gens, il était président de la République, il était convaincu que rien ne va se faire. Curieusement, il avait des soutiens même à l'intérieur du parti. On se rappelle toute la bagarre au niveau même de l'Assemblée quand il a fallu poser le problème de la destitution. Le parti, on se disait que le parti va se casser finalement en deux, mais très certainement, tous ces gens ont profité de l'argent de la corruption pour défendre autant le président de la République, alors que les soupçons étaient des soupçons quand même très forts sur cette question de corruption. Mais ça veut dire qu'à la limite, très peu de gens avaient échappé à cette corruption. Et c'est parce que les mécanismes anticorruption ne fonctionnent pas bien en Afrique du Sud? Il y a plutôt de l'impunité pendant un temps. Les mécanismes sont là puisque vous avez des rapports, vous avez la médiatrice qui a fait son travail, vous avez tout un ensemble de choses qui ont été faites de façon officielle quand même. Mais comme ça se fait dans beaucoup de pays, il n'y a pas de suite. Vous avez un dossier qui est là, l'inspection générale d'État a fait son travail, ils sortent un rapport qui est clair, qui accable une personne. Bon, parfois on déplace la personne, ou bien on la met au froid pendant 3 mois, après on réchauffe la personne sur un poste qui est encore un poste plus important. Malheureusement, c'est cette réalité que nous vivons dans nos pays, qu'on a vu en Afrique du Sud pendant un temps, mais c'est comme si aujourd'hui, c'est la fin. Ceux qui ont pris l'argent public vont devoir répondre devant la loi. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer maintenant la pause et juste après le retour, on va parler avec notre invité de la transition au niveau du Mali. Et nous recevrons à cet effet Luc Abaki, analyste politique.